Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la première fois que j'ai le plaisir d'être invité à votre congrès. Et ça ne fait que 2 mois que j'occupe cette fonction. J'ai déjà eu l'occasion, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, d'échanger avec plusieurs d'entre vous, avec la Fédération. Et je veux inscrire mon travail dans cet esprit d'échange, de franc-parler. Si j'ai renversé mon verre d'eau au moment où vous avez évoqué le franc-parler, n'y voyez pas une volonté de couper le dialogue, mais au contraire une adhésion à votre propos enthousiaste. Et vous avez pu le mesurer, car en effet, sur certaines questions spécifiques, mais que nous élargissons progressivement, dès le 15 juillet, nous avons commencé avec vos équipes, avec vos représentants, nos échanges sur la question du transport scolaire, sur la question de l'attractivité, sur beaucoup de questions qui nous occupent ou nous préoccupent ensemble. Je suis très heureux aussi d'être parmi vous parce que je sais que c'est un congrès un peu particulier qui s'inscrit dans une longue histoire, le 76e de ces congrès, la 76e édition, mais la première depuis que la Covid nous a empêchés collectivement de nous réunir et de vous réunir dans ce format. Donc je suis heureux aussi de participer, fruit du hasard, à ces retrouvailles. Je veux évoquer comme vous, Monsieur le Président, parce que vous avez posé très clairement les enjeux, les questions, les interpellations, plusieurs d'entre eux, plusieurs défis communs sur lesquels, je le sais, vous êtes engagés. Et je ne le dis pas par ancienne carrière diplomatique, mais j'ai pu mesurer, je sais, mes prédécesseurs l'ont mesuré. Il se trouve qu'une première ministre actuelle connaît bien le secteur des transports dans sa dimension du travail comme dans sa dimension la plus directe, et je cherche à m'inscrire dans la continuité de cet engagement. Vous avez toujours été là face à tous les grands défis que nous vivons. Et votre profession, je le sais, je le pense, est aussi une mission. Et je voulais être présent parce que je sais à quel point nous pouvons compter sur vous. Et je souhaite que vous puissiez compter sur moi, comme vous l'avez rappelé avec élégance et bienveillance, Monsieur le Président. Vous avez pu compter sur les services de l'État, dont je veux saluer l'action de continuité, de mobilisation à vos côtés ces derniers mois en particulier. Nous sommes dans une période, je commencerai par ce défi multiple, de crises qui sont plurielles, de crises qui s'enchaînent, qui se juxtaposent, qui sont devenues malheureusement notre quotidien. Je crois qu'il faut les aborder avec détermination, sans résignation, mais avec lucidité aussi, et sans aucune naïveté. Vous avez rappelé la crise de la Covid qui avait empêché la tenue de ces réunions. C'était un symbole de notre difficulté à nous retrouver parfois. Mais je le sais, vous l'avez dit, vous avez raison de le dire, vous avez fait partie de ceux, par la nature de votre métier, qui sont restés un lien, une ligne, une première ligne dans la réponse à cette crise, pour notre alimentation, pour nos biens de première nécessité, pour assurer le fonctionnement de notre pays, de notre économie qui a tenu, grâce à vous notamment pendant cette crise. Vous avez toujours été présents. Il y a eu des inquiétudes dans votre profession, chez vos salariés, et vous avez, malgré tout cela, réussi à la fois à continuer à organiser le secteur et à continuer à organiser notre pays, son fonctionnement et son économie, qui fait notre force. Donc je veux vous remercier sincèrement pour cela. Malheureusement, les crises, si celle-ci est en partie derrière nous, ont continué. Vous avez évoqué la question de l'énergie. Les conséquences d'une situation internationale qui, ne nous le cachons pas, restera difficile dans les mois qui viennent et sans doute plus difficile encore que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et face à cela, vous avez été présents, mais je crois, je me permets d'y réinsister un peu plus en détail, les pouvoirs publics, l'État en particulier, ont été présents. C'était notre devoir, mais je crois que cette mobilisation mérite d'être rappelée en quelques mots. Vous l'avez dit d'ailleurs fort bien vous-même, Monsieur le Président. Récemment, cette année, quand il a fallu accompagner l'explosion des coûts de l'énergie et du carburant en particulier, nous avons mobilisé des aides importantes à la cuve et à la pompe. Nous continuerons à le faire jusqu'à la fin de l'année, vous le savez, et le gouvernement, ce sera dans le cadre de la discussion budgétaire, avec vous, définira, je m'y engage, pour le secteur qui relève le plus directement de mes compétences, à définir des mécanismes d'accompagnement qui devront peut-être s'adapter aux soubresauts des crises qui viennent, mais assurer une transition, une continuité et une aide particulière à ceux qui font métier de la route et ont besoin donc d'un accompagnement qui ne peut pas s'interrompre brutalement. Vous l'avez dit, je crois que c'était des réponses pragmatiques et nécessaires. Les mécanismes de répercussion, de non-indexation que nous avons élargis cet été. Je suis fier d'avoir pu y contribuer juste après mon arrivée pendant la discussion de la loi de finances rectificative et de la loi pouvoir d'achat. Ça a permis aussi, c'est le rôle de l'État et de la loi,
de garantir ou de rétablir un rapport de force économique qui nécessite des règles. Et nous avons été, nous continuerons de l'être, à vos côtés pour pérenniser ce mécanisme et même l'élargir, comme vous l'avez rappelé. L'aide aux véhicules fait partie aussi de ces accompagnements importants. Alors je me dois de vous dire, puisque l'on parle de franc-parler, ce qui nous attend, même si la situation internationale est entourée, je le redis très franchement, de grandes incertitudes. Nous serons d'abord toujours là pour adapter nos boucliers, nos protections à l'ampleur de la crise, même si nous ne pouvons pas prévoir aujourd'hui l'ensemble de ces répercussions. Dans la loi de finances qui sera présentée en début de semaine prochaine, il y a un point sans doute qui ne vous satisfera pas entièrement, mais je me dois aussi de vous le dire pour répondre le plus franchement possible, c'est sur la défiscalisation des aides. Il y a des discussions qui pourront se poursuivre, mais c'est un mécanisme qui me paraît poser question parce que, d'abord, il ne pourrait pas concerner qu'un seul secteur. Il serait donc forcément, du point de vue de l'État, extrêmement lourd. Et puis parce que notre but, c'est évidemment d'aider, de manière assumée, ne pas reprendre d'une main ce qui donnait de l'autre, mais de rétablir l'équilibre économique des entreprises. Et donc, si l'équilibre économique est rétabli, qu'un bénéfice peut être dégagé, il ne me paraît pas totalement anormal qu'il y ait une charge fiscale. Quand l'équilibre n'est pas rétabli, ce qui n'est évidemment pas souhaitable, mais cela peut arriver, cela peut s'étaler dans le temps, vous avez raison de le rappeler, c'est peut-être le point qu'il faut regarder, eh bien là, il n'y aura pas de charge fiscale. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y aura dans la loi de finances, car ce ne sera pas le cas aujourd'hui, un mécanisme de défiscalisation des aides, pour les raisons que j'indique. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts à discuter de type de soutien, mais celui-ci me paraîtrait très honnêtement mal ciblé. Il y a une préoccupation que vous avez régulièrement exprimée, je veux être très clair parce qu'elle mérite là d'être soulignée aussi. Il n'y aura pas dans la loi de finances qui vient d'augmentation de la TICPE pour l'année 2023. Je tiens à vous rassurer sur ce point s'il n'était pas encore clair. Je sais que ça fait partie de vos préoccupations. Et donc ce point sera très clairement non inscrit, si je puis dire, pour ne pas ajouter de difficultés dans la loi de finances. Je veux dire un mot peut-être plus positif, même si c'est aussi un défi, au-delà des crises, d'éléments de transformation plus radicaux et plus durables, sur la question de l'attractivité des métiers, de l'attractivité du secteur, et puis sur la question, bien sûr, de la décarbonation. Sur cette question de l'attractivité, c'est un point que j'ai évoqué tout de suite avec vous dès le 15 juillet. Je suis profondément convaincu, et ça n'est là non plus ni une politesse ni une coquetterie d'assemblée, que vous avez entre les mains un secteur attractif, qui peut l'être davantage, et comme ministre chargé des Transports, je veux faire tous les efforts nécessaires pour le rendre plus attractif, pour valoriser son attractivité, pour dire qu'il y a des métiers qui peuvent être bien payés, un secteur dont on doit être fier, qui sont aujourd'hui non pourvus, qui sont difficiles à pourvoir. Et mon travail, c'est aussi de mettre en évidence les atouts de votre secteur à vos côtés. Et bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas simplement de valoriser ou de dire, mais d'agir pour que nous renforcions ensemble ces éléments d'attractivité et ces atouts. Je l'ai dit dès la mi-juillet, en échangeant avec vous, avec d'autres fédérations, je souhaite que nous puissions mettre en place un travail commun dans les prochains jours, le commencer, pour évoquer sans tabou toutes les questions d'attractivité. Ça ne veut pas dire que tout sera retenu, ça ne veut pas dire que tout sera consensuel, mais ça veut dire, je crois, qu'il y a des choses que nous pouvons faire de manière très concrète. Vous l'avez dit, cela inclut une action, là aussi, très précise, très concrète de l'État. Je ne vais pas vous faire le coup administratif de vous renvoyer de porte en porte, ministère en ministère, parce que je crois que nous avons montré sur le transport scolaire récemment, même si nous ne sommes pas au bout de nos peines et de nos difficultés communes, que nous pouvions mettre en place des listes d'actions très précises, nous engager sur des objectifs, et je m'y engage avec mes équipes, avec les services de l'État, avec la DGITM et les autres services d'autres ministères, de tout faire ce qui est entre nos mains, ce qui relève de nous, pour que nous levions un certain nombre de verrous, de difficultés, de lenteurs. Vous m'avez mis au défi d'améliorer les choses à cet égard. Je sais la difficulté, mais nous le ferons avec le ministère du Travail, avec le ministère de l'Intérieur, car parfois ce sont différents services de l'État, mais ce ne doit pas être votre préoccupation de professionnel, ça doit être la nôtre, de vous faciliter la vie. Certaines de ces démarches ou de ces lourdeurs parfois relèvent de mon ministère, et donc sur ce point en particulier, je ferai tout pour simplifier les choses, accélérer les procédures, et qu'on ne soit pas dans un cercle vicieux où on abaisse l'âge d'un permis, on met ensuite du temps pour le délivrer, puis c'est un autre service qui délivre la carte tachygraphe, etc. Donc sur ce point, dans le plan d'action, vous l'avez vu sur le transport scolaire, mais cela déborde évidemment le cadre de ce type de transport, nous sommes engagés à améliorer les choses et nous ferons un point de suivi régulier pour voir là où les choses avancent, là où les choses bloquent et les débloquer ensemble. Mais je crois que la question de l'attractivité, je parlais de ce groupe de travail, doit aller plus loin et doit évoquer des questions que vous avez soulevées qui ne sont pas simples,
mais qu'on doit justement aborder sans hésitation. La question du chargement et du déchargement. Elle fait partie des conditions, des difficultés d'attractivité d'un secteur, et disons-le franchement, elle fait partie des débats qui ne sont pas nouveaux, vous les connaissez mieux que moi, mais qui prennent une actualité nouvelle après la crise de la Covid. Parce que nous avons à réfléchir de manière générale à l'attractivité d'un travail. Et on peut le déplorer ou le regretter. Moi-même, je ne suis plus de la génération qui arrive sur le marché du travail. Et parfois, j'ai du mal à comprendre, même en n'étant pas si vieux, la génération qui suit. Mais c'est ainsi. Il y a des évolutions sociales, des préoccupations sociales renforcées, des préoccupations climatiques accrues. C'est parfois bien, c'est parfois mal. Je crois que c'est parfois bien dans bien des cas, il faut le dire aussi. Mais nous ne reviendrons pas aux conditions de travail, nous ne reviendrons pas aux conditions de travail que nous avons connues dans ce secteur comme dans d'autres, il y a 5, 10, 15 ans, ou même 3 ans avant la crise sanitaire. Et donc nous avons à réfléchir sur cette réforme profonde, aborder les choses différemment. Vous l'avez dit, d'autres pays européens l'ont fait sur la question du chargement et du déchargement, et donc je n'apporterai pas de réponse définitive aujourd'hui, ce ne serait pas sérieux, mais engager ce débat, j'y suis prêt, je l'ai dit d'ailleurs de manière très transparente aussi aux organisations syndicales. Idem sur la question du CFA, qui est très importante, qui est un élément, je sais, débattu, discuté, parfois coûteux aussi pour le secteur, mais qui est un élément identitaire. Je le dis, pour 2023, il n'y aura pas de rupture, l'État sera au rendez-vous, car ce ne serait pas là non plus sérieux de créer une incertitude ou une difficulté supplémentaire, et je le dis aussi, avec vous, avec les organisations syndicales, d'ici la fin de l'année, l'État est prêt à jouer son rôle pour relancer, comme cela a pu être fait par le passé, et accompagner une discussion tripartite pour l'avenir de ce congé. Bien sûr, c'est pour ça que j'évoque avec prudence et responsabilité cet horizon. Il faudra l'articuler avec la réforme des retraites. C'est évident, et commencer donc le concret des discussions au moment où nous y verrons plus clair sur cette question. Il y aura à l'évidence des changements sur les retraites. Je n'en connais pas parce que le gouvernement n'a pas encore décidé les modalités précises et le calendrier qui dépassent le champ des transports et du transport routier, mais il faudra évidemment articuler ces sujets ensemble. L'Européen convaincu que je suis et l'ancien ministre des Affaires européennes que je suis ne peut pas dire un mot quand on parle d'attractivité, de changement profond des règles européennes. Et nous avons porté, je crois que nous l'avons collectivement porté d'ailleurs, ce fut une des tâches d'Elisabeth Borne dans ses fonctions précédentes d'ailleurs, et de moi-même quand j'ai occupé la fonction de ministre des Affaires européennes, nous avons fait voter un paquet mobilité. Comme sur les règles nationales d'ailleurs, l'enjeu, parce que je crois que ces règles sont utiles, même si elles sont parfois complexes, contre le dumping social, contre une concurrence déloyale d'autres transporteurs qui viennent d'autres pays européens, là où notre secteur est plus avancé dans ses exigences sociales ou environnementales, nous avons besoin de faire appliquer ce paquet, nous avons besoin de le défendre, je l'ai dit récemment à la commissaire européenne, nous avons des contentieux européens, je crois qu'ils seront gagnés, et en tout cas nous ne lâcherons pas cette ambition. Et comme pour les règles nationales, je le disais, il faut que les contrôles soient appliqués, que les contrôles soient sérieusement mis en place, et n'hésitez pas non plus à nous interpeller, car c'est la mission régalienne de l'État, quand vous avez le sentiment que ces contrôles ne sont pas suffisants. Nous les avons mis en place, vous l'avez salué, du côté de la DGCCRF en particulier, sur la question de la répercussion et de l'indexation. Je crois que sur les normes sociales, sur le respect de ce corpus européen et national, nous devons être extrêmement sérieux, rigoureux, implacable dans le respect des règles et d'une juste concurrence et d'une juste protection sociale. Je crois que l'échelon européen, cela a été rappelé, la table ronde qui se finissait quand nous sommes arrivés, est une chance pour votre secteur comme pour les autres, car il est le bon niveau pour définir des règles qui créent une juste concurrence. Ça ne veut pas dire que l'Europe sociale, que l'Europe environnementale est parfaite, ça ne veut pas dire que les règles sont toutes bonnes, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bien appliquées, mais ça veut dire que si nous n'avons pas de règles à cet échelon, aucun des défis dont nous parlons aujourd'hui, à commencer par les premières grandes crises sanitaires, économiques, énergétiques, ne seront résolus. Et donc je crois, dur comme fer, que nous devons, vous devez, porter un message exigeant, mais un message européen en complément de toutes les actions que nous menons ici. Et puis le grand défi, qui ne concerne évidemment pas votre secteur, mais sur lequel je voudrais dire quelques mots pour conclure, c'est celui de la décarbonation. Je ne le vois certainement pas comme une stigmatisation ou comme une punition. D'abord parce que comme ministre des Transports, jamais je ne stigmatiserai un mode de transport. Et je ne crois pas qu'une politique de transition écologique soit une politique qui repose à 100%, a fortiori à court terme, sur un report modal. Tous les modes de transport, a fortiori le premier d'entre eux qui est la route, dans toutes ses dimensions,
transport de marchandises, transport de voyageurs, déplacements collectifs ou individuels, le transport routier restera le transport principal dans les années qui viennent. Et donc dire que ce mode de transport ne contribuerait pas ou ne pourrait pas contribuer à la décarbonation, c'est se priver évidemment d'une transformation profonde, sans laquelle nous raterions nos objectifs de décarbonation de l'économie et de nos sociétés européennes. Et donc je crois profondément que tous les modes de transport contribuent à la décarbonation, et je sais profondément aussi que vous le faites et que vous n'avez pas attendu les difficultés renforcées de ce moment, l'urgence climatique de l'été, la sobriété dont nous devons faire preuve dans un moment de tension énergétique. Vous n'avez pas attendu cette urgence-là pour agir. Je veux saluer, sans être exhaustif, les engagements EVE que vous avez pris, les efforts que vous avez déjà faits en mobilisant tout votre secteur. Et en 3 ans, je crois que si nous atteignons nos objectifs, et nous les atteindrons, ce sont, par vos engagements pour votre secteur, 3 millions de tonnes d'émissions de CO2 qui seront économisées. Peu de plans d'action sont aussi efficaces, et donc je veux saluer vraiment votre engagement qui ne m'a pas attendu, et qui n'a pas attendu la situation du moment, mais que nous prolongerons, mais en étant conscient qu'il faut avancer de manière organisée, proportionnée, responsable, car vous l'avez dit sur la production électrique, sur les bornes, sur la transformation des véhicules, tout n'est pas possible instantanément. L'État doit d'ailleurs être là pour accompagner. J'en veux pour preuve l'appel à projet qui avait été mobilisé sur l'électrification des véhicules. Ce n'est pas une solution unique, évidemment, mais il avait rencontré un grand succès. Je suis ouvert à ce que nous en relancions un. Et il démontre, encore une fois, si besoin en était, que les transformations sont à l'œuvre et que votre profession est prête à le faire. Nous aurons là aussi un travail commun à explorer de manière précise, organisée, séquencée dans le temps, à travers ce que l'on appelle l'article 300 de la loi climat et résilience, qui prévoit secteur par secteur, et les travaux ont commencé. Vous aviez commencé en effet avec une task force très efficace à lister les engagements que nous pouvons prendre de votre côté comme professionnel, du côté des pouvoirs publics pour financer et accompagner dans les semaines qui viennent, et je souhaite là aussi que d'ici la fin de l'année, nous puissions avoir défini, puisque la loi le prévoit, je crois que c'est sain d'avoir cette visibilité, les engagements au titre de cet article que nous pouvons définir ensemble. Prendre des engagements, ça ne veut pas dire, je le redis, tout faire tout de suite, ça veut dire porter une ambition, valoriser ce qui a déjà été fait et continuer sur différents leviers. Vous le savez mieux que moi, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, le passage, notamment pour les véhicules les plus lourds, au tout électrique ne se fera pas en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans ou même au cours de cette décennie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dans certains segments, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accélérer nos efforts de recherche et d'innovation, nous devons le faire, mais nous devons envisager des solutions complémentaires. Et nous pouvons d'ailleurs, avec les véhicules qui ne passeront pas à l'électrique tout de suite, réduire nos émissions par des actions de sobriété, d'éco-conduite, de multiples actions. Et je pense qu'aucune ne doit être sous-estimée pour renforcer notre stratégie de sobriété et notre stratégie de transition écologique. Je le dis avec une grande conviction, je crois que cette décarbonation, même si elle est parfois difficile, elle doit s'organiser, je le disais, elle n'est pas une option, elle n'est pas une sanction. Une filière économique, quelle qu'elle soit, qui ne se décarbone pas, au bon rythme, est une filière qui n'aura pas d'avenir et qui par ailleurs ne sera pas attractive. Une filière qui démontre, et je suis prêt aussi à être à vos côtés pour valoriser les efforts qui sont engagés, qu'elle est engagée de manière sérieuse dans la durée, dans une stratégie crédible de décarbonation, est une filière qui a un avenir, qui attirera et qui sera forte pour les décennies qui viennent. Vous avez prouvé à chaque fois, je parlais de la crise sanitaire, que l'impossible n'était pas routier, et je crois que là aussi, nous serons au rendez-vous sans naïveté, parce que ce sera difficile, sans baguette magique, parce qu'on ne fait pas tout en un jour, mais collectivement, je souhaite vraiment que ces travaux, avec le terme un peu jargonnant d'article 301, soient l'occasion de démontrer ce qui est fait et de renforcer ce qu'on peut faire ensemble. Ce sont les quelques messages. Je sais qu'il y a d'autres préoccupations, j'ai essayé d'en évoquer la plupart, la question de la Blue, qui montre aussi qu'à chaque fois qu'il y a une préoccupation concrète, même si tout n'est pas toujours parfait, l'État est à vos côtés pour réagir. Nous l'avons fait avec la société Yara en début d'année. C'est un sujet que je suis depuis mon arrivée, que nous suivrons encore dans les semaines et mois qui viennent. La baisse des prix du gaz nous offre une forme de confort provisoire. Je ne suis pas naïf. Il y aura encore des difficultés sur les prix de l'énergie, des difficultés d'approvisionnement, et nous serons à vos côtés avec aussi une stratégie européenne pour sécuriser au mieux nos approvisionnements cet hiver et bien au-delà. Alors voilà, vous le savez, ça ne fait pas longtemps que je suis dans ces fonctions.
J'ai la conviction très profonde depuis le premier jour que vous faites partie de ces engagés et des solutions qui sont apportées à tous ces grands défis, y compris en premier lieu la décarbonation, que nous avons à travailler ensemble pour montrer la beauté et l'attractivité de vos métiers, que des transformations seront nécessaires, mais que si nous les faisons ensemble, avec responsabilité, dans les mois qui viennent, nous pouvons, d'ici le prochain congrès, avoir enregistré des progrès qui nous permettront d'être toujours sans doute préoccupés par quelques crises, mais enthousiastes, convaincus et déterminés dans les prochaines années. Je vous remercie.